Bonjour à tous. Je voudrais commencer ce matin en faisant le point sur le déploiement de membres des Forces armées dans des CHSLD au Québec. Nos femmes et nos hommes en uniforme font un travail incroyable et ils sauvent des vies. Depuis la fin avril, la situation dans plusieurs CHSLD s'est stabilisée et de nombreux préposés sont en train de retourner au travail. Ça veut dire que les membres des Forces armées qui ont été déployés dans un CHSLD où les choses se sont améliorées peuvent maintenant aller donner un coup de main dans d'autres centres où la situation est plus critique. Ça nous a permis d'aider plus de 35 CHSLD jusqu'à maintenant et on continue de redéployer des membres des Forces armées des CHSLD sous contrôle vers de nouveaux centres dans le besoin. Nous prolongeons donc la mission actuelle des Forces armées au Québec jusqu'au 26 juin. Je veux être clair, les 1400 membres des Forces armées de l'opération Laser sont toujours au Québec et sont actuellement en train d'être redéployés dans des CHSLD qui en ont plus besoin. Nous poursuivons nos discussions avec Québec en vue d'élaborer un plan à moyen terme qui nous permettra d'appuyer les efforts jusqu'au 15 septembre. Ce plan inclut une participation active de la Croix-Rouge avec des gens payés, bien formés, qui seront aussi efficaces que les membres des Forces armées. Le gouvernement fédéral va continuer d'être là pour les Québécois. Au cours des derniers mois, notre gouvernement a travaillé avec les provinces pour fournir des soins aux personnes âgées et aux plus vulnérables. Cela comprend le déploiement de membres des Forces armées canadiennes dans certains établissements de soins de longue durée. En Ontario et au Québec, nous prolongeons ce déploiement jusqu'au 26 juin. Nos femmes et nos hommes en uniforme font un travail remarquable. Leur aide est toujours nécessaire. Nous nous assurons donc que nos aînés continuent d'avoir ce soutien crucial. Pour relancer l'économie, pour remettre les Canadiens sur pied, nous avons besoin d'un plan coordonné à l'échelle nationale. Et au cœur de cette approche, on doit placer la façon de faire et de le faire en toute sécurité. Pays après pays, État après État, une tendance se dessine. Les gens font les sacrifices nécessaires pour aplatir la courbe, mais ensuite, lorsque les gouvernements décident de redémarrer l'économie, les cas recommencent à augmenter. Et après des mois de dur labeur, les gens se trouvent là où ils ont commencé. Le Canada doit tirer des leçons. Il est clair que nous devons faire de la sécurité et du contrôle de ce virus une priorité absolue dans notre redémarrage. C'est exactement ce que nous faisons. Notre gouvernement travaille avec les provinces et les territoires pour mettre en place les bonnes mesures pour assurer la sécurité et la santé des Canadiens. La semaine dernière, j'ai mis sur la table l'engagement de notre gouvernement, 14 milliards de dollars pour un accord de redémarrage sécuritaire pour les biens et les fournitures dont les Canadiens auront besoin au cours des 6 prochains mois. Hier, lors de notre réunion des premiers ministres, les premiers ministres, la vice-première ministre et moi avons poursuivi notre discussion sur ce à quoi pourrait ressembler ce plan. Nous avons parlé des mesures nécessaires, que ce soit la garde d'enfants, les congés de maladie payés, la recherche et le dépistage des contacts, le matériel de protection ou le soutien aux plus vulnérables. Et nous avons parlé du fait que nous devons continuer de travailler ensemble pour soutenir les Canadiens partout au pays. Et moi avons aussi parlé des reportages et des vidéos qui circulent en ce moment et qui montrent la violence faite aux Canadiens noirs et au peuple autochtone. Pendant notre discussion, j'ai évoqué des changements qu'on devrait apporter aux forces policières, comme par exemple le port de caméras corporelles. Tous les ordres de gouvernement doivent travailler ensemble pour que les choses changent le plus rapidement possible. Nous avons tous vu maintenant la vidéo choquante de l'arrestation du chef Adam et nous devons aller au fond des choses. Comme beaucoup de gens, j'ai de sérieuses questions sur ce qui s'est passé. L'enquête indépendante doit être transparente et menée de manière à obtenir des réponses. Mais en même temps, nous savons également que ce n'est pas un incident isolé. Beaucoup trop de Canadiens noirs et d'Autochtones ne se sentent pas en sécurité avec la police. C'est inacceptable. Et en tant que gouvernement, nous devons changer cela. Lors de ma discussion hier soir avec les premiers ministres, j'ai soulevé cette question.
tous les dirigeants sont unis pour condamner le racisme et conviennent tous que nous devons en faire davantage pour combattre le racisme. J'ai évoqué avec eux certaines des façons dont nous pouvons travailler ensemble pour aller de l'avant, y compris des pratiques comme l'adoption de caméras corporelles. C'est quelque chose dont j'ai discuté aussi avec la commissaire de la GRC, la commissaire Lucky. Mais des réformes sont nécessaires à tous les niveaux de la police et ces réformes doivent se produire rapidement. Dans les jours et les semaines à venir, notre gouvernement continuera d'agir aussi rapidement que possible avec tous nos partenaires. Les femmes et les hommes qui servent au sein de nos corps policiers doivent faire partie de la solution. Ce sont des gens qui se sont mobilisés pour servir leur communauté et ils seront des alliés inestimables à mesure que nous allons de l'avant pour nous assurer que tous les Canadiens sont bien servis par ces institutions. Aujourd'hui, je veux également vous parler des progrès que nous faisons dans le domaine des voyages pour assurer la sécurité des Canadiens. À l'heure actuelle, la distanciation physique demeure la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres. Et bien sûr, il y a des endroits, comme dans les vols, dans les avions, où il n'est pas toujours évident d'écarter et de respecter une distanciation de 2 mètres. C'est exactement pourquoi nous avons rendu obligatoire le port du masque pour les voyageurs et le personnel. Nous avons aussi travaillé avec les compagnies aériennes et les aéroports sur les normes qu'elles doivent mettre en place, qu'il s'agisse du nettoyage ou de mesures de distanciation pendant que les gens font une file. Et aujourd'hui, je peux annoncer que nous faisons un autre pas en avant. Notre gouvernement rend obligatoire le contrôle de la température des passagers aériens selon une approche progressive. D'abord pour ceux qui voyagent au Canada, puis pour ceux qui voyagent à partir du Canada, et enfin pour ceux qui voyageront à l'intérieur du Canada. Un passager qui a de la fièvre ne sera pas autorisé à monter à bord d'un avion. Les employés des zones sécurisées des aéroports devront également faire vérifier leur température. De solides mesures sont déjà en place pour assurer la sécurité des gens et ce dépistage, ces tests seront encore une autre couche de protection. Des nouvelles pratiques exemplaires qui sont en vigueur ailleurs dans le monde pour protéger les gens. C'est donc pourquoi aujourd'hui, j'annonce qu'on rendra la prise de température obligatoire pour les passagers aériens ainsi que pour le personnel et les employés. Je sais que le ministre Garneau en aura plus long à dire là-dessus plus tard aujourd'hui. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, on va continuer d'explorer d'autres façons de protéger les Canadiens et de limiter la propagation de ce virus. Partout au pays, dans chaque ville et village, les Canadiens se mobilisent pour aider. Si vous voulez un bon exemple, ne cherchez pas plus loin que la communauté des Philippines. À Surrey, cette communauté a mis en place une collecte de dons de sang comme moyen de mettre l'épaule à la roue. À Calgary, une organisation appelée Fiesta Filipinos recueille de l'argent pour des forfaits de soins pour les familles. A mis sur pied un programme de popote roulante pour livrer de la nourriture aux personnes âgées qui vivent seules ou qui sont confinées. Aujourd'hui, en cette journée de l'indépendance des Philippines, on reconnaît toutes les contributions qu'ont apportées les Canadiens d'origine philippine à notre pays. C'est aussi l'occasion de dénoncer les obstacles auxquels cette communauté est encore confrontée. As we celebrate Filipino Heritage Month, alors que nous célébrons le mois du patrimoine philippin, nous ne pouvons ignorer les moyens par lesquels notre pays doit faire mieux. Trop de membres de cette communauté font face à de la discrimination, ce qui a empiré à cause de cette pandémie. Il n'y a pas de place dans notre pays pour le racisme contre les Canadiens d'origine asiatique ou contre toute autre personne. Maintenant, plus que jamais, nous devons nous lever contre la discrimination et face à l'injustice sous toutes leurs formes. En tant que Canadiens, nous sommes toujours plus forts ensemble. Nous allons maintenant prendre les questions par téléphone. Une question et une sous-question. Première question, Raymond Filion, TVA. À vous. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Au sujet d'abord des militaires dans les CHSLD, vous avez déjà dit que ce n'est pas une solution à long terme, mais qu'est-ce qui vous empêche de consacrer 1000 soldats, 1000 militaires aux résidences du Québec jusqu'à la mi-septembre, comme le demande M. Legault? En point de presse en cours de M. Trudeau. Je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous sur les ondes de TVA. M. Trudeau qui parle de la présence de militaires en CHSLD à l'instant. On n'avait pas le contrôle de la pandémie à l'intérieur de ces CHSLD.
Et dans les 2 derniers mois, on a vu des améliorations nettes dans la façon que ces CHSLD fonctionnent, dans le retour au travail de plusieurs préposés à cause du travail qu'ont fait les forces armées canadiennes. On reconnaît que même si ce n'est pas une solution à court terme, ils ont pu, à long terme, ils ont pu mettre en place des mesures, des protocoles, des façons de faire qui vont continuer pour le moyen et long terme. Par rapport à des effectifs canadiens, on est en train de travailler avec la Croix-Rouge canadienne pour pouvoir avoir des gens bien payés, bien formés, qui vont prendre la relève des militaires pour s'assurer que jusqu'au 15 septembre, le Canada demeure là pour aider dans ces CHSLD. C'est une approche qui est raisonnable, qui est ancrée dans les besoins sur le terrain. Nous sommes en train de travailler ce plan justement avec le gouvernement du Québec actuellement. Mais M. Legault, hier après-midi, disait encore « On a besoin de 1000 soldats ». Vous, est-ce que vous dites « Non, c'est mission accomplie, le Québec n'a plus besoin de ces soldats » Au contraire, la mission n'est pas du tout accomplie. Il y a encore beaucoup de travail à faire et tant qu'il y aura des défis, le gouvernement du Canada va aider dans les CHSLD. Mais les 1000 personnes qui pourraient aider, c'était des soldats au début, dans les moments d'urgence, mais ça pourrait très bien aussi être des gens de la Croix-Rouge canadienne, bien formés, bien payés, qui vont pouvoir prendre la tâche sans avoir ce background militaire qui n'est pas nécessaire au service qu'on offre dans les CHSLD. Mais comme j'ai dit, nous allons continuer d'être là en tant que gouvernement fédéral pour aider le Québec à reprendre le contrôle de la situation dans ces CHSLD. Comme je l'ai dit depuis le début, nous serons là et nous sommes là pour aider les aînés au sein des CHSLD au Québec. Depuis le début, les militaires ont été là pour stabiliser la situation, établir des protocoles et des mesures qui étaient nécessaires pendant que la situation était hors de contrôle. Mais au cours des derniers mois, le travail extraordinaire réalisé par les membres des Forces armées canadiennes a fait une différence importante. Plusieurs CHSLD sont passés d'une situation rouge à une situation verte. Nous allons continuer en tant que gouvernement fédéral à nous assurer que nos aînés vulnérables au Québec soient protégés. Nous avons proposé de travailler avec la province du Québec pour graduellement remplacer ces membres des Forces armées canadiennes avec des gens formés de la Croix-Rouge qui seront rémunérés, qui seront bien formés pour être en mesure de continuer le travail important qui est réalisé pendant que le Québec tente de reprendre le contrôle sur son système. Thank you. Merci. Prochaine question. Lina Dib, La Presse canadienne. À vous. Oui, M. Trudeau, désolé d'insister sur le sujet, mais quand même, j'arrive pas tout à fait à comprendre qu'est-ce qui empêche 1000 militaires d'être dans les CHSLD et si M. Legault, c'est son évaluation de la situation, c'est de ça qu'il a besoin maintenant. Je ne comprends pas, comme lui ne comprend pas, qu'est-ce qu'ils ont de mieux à faire ailleurs, vos militaires? Les militaires sont là et seront là pour protéger les Québécois, pour protéger tous les Canadiens. Ils ont fait un travail extraordinaire depuis 2 mois et ils continuent à faire leur travail dans les CHSLD. D'ailleurs, dans plusieurs CHSLD où ils ont amélioré de façon significative les choses, ils peuvent maintenant se déplacer vers d'autres CHSLD. Mais on sait que les militaires ne pouvaient jamais être une solution à long terme ou même à moyen terme. C'est pour ça qu'on va progressivement remplacer ces militaires par des effectifs de la Croix-Rouge canadien qui vont pouvoir faire toutes les choses que les militaires pouvaient faire avec la formation, qui vont être bien payés pour pouvoir assurer qu'on garde les Québécois en santé jusqu'au 15 septembre. Et au-delà de là, bien sûr, s'il y en a de besoin. Bon, oui, ça ne m'avance pas énormément parce que je vais juste répéter ce que vous disiez déjà tout à l'heure. Bref, la Croix-Rouge, alors. Qu'est-ce qui empêche la Croix-Rouge d'être déjà prête, parce que M. Legault, lui, compte seulement 400
soldats qui sont en train de servir dans les CHSLD en ce moment. Il en veut 1000. Alors, qu'est-ce qui retarde l'envoi de gens qualifiés de la Croix-Rouge? Pourquoi est-ce que ces choses-là traînent autant? D'abord, Lina, je veux souligner qu'on a envoyé 1400 soldats dans Opération Laser dans les CHSLD au Québec. Ces 1400 soldats sont encore déployés au Québec sur l'opération Laser. Mais comme j'ai souligné, au fur et à mesure que certains CHSLD reprennent le contrôle de la situation, les militaires peuvent être redéployés et sont en train d'être redéployés dans d'autres, mais ça prend une certaine évaluation et un certain processus, et c'est pour ça que les numéros fluctuent un petit peu maintenant. Et par rapport à la Croix-Rouge canadienne, on est justement en train de travailler avec la Croix-Rouge, mais aussi avec le gouvernement du Québec pour fignoler le plan qui va pouvoir les envoyer dans les semaines à venir pour prendre la relève de ces militaires. Merci. Prochaine question. Operator. Thank you. Merci. Next question, Theresa Wright, The Canadian Press. Line open. Question. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'aimerais vous poser une question concernant la vidéo de l'arrestation du chef Adam. La GRC a dit que le traitement réservé au chef Adam était respectueux. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Réponse. Je pense que quiconque a vu cette vidéo se pose des questions. Comment cela s'est produit? Est-ce que l'utilisation de la force était appropriée? Voilà pourquoi nous demandons à ce qu'une enquête indépendante et transparente soit menée et nous permette d'obtenir des réponses aux questions que les gens se posent. Je pense que tout le monde qui a vu cette vidéo a des questions sérieuses à poser et c'est pour ça qu'on est en train d'appeler pour une enquête indépendante, transparente, qui va nous donner les réponses sur comment ça a pu se produire. Follow-up, Theresa. Question. Sur un autre sujet, vous avez promis depuis 2015 de permettre aux gens trans de pouvoir donner du sang. Plusieurs pays ont pris cette décision. Quelle est votre position? Réponse. Depuis notre première élection, nous avons fait des changements importants pour réduire les délais. Voilà pourquoi nous avons donné du financement à Emma Québec et aux différentes collectes de sang pour réaliser des études afin d'établir de nouveaux protocoles et nous espérons pouvoir annoncer les résultats et les changements très bientôt. Depuis le début, nous avons reconnu que nous avions besoin de changer les protocoles pour permettre aux dons de sang de tout le monde. C'est pour ça qu'on a investi dans Emma Québec et les services de sang canadiens des millions de dollars pour qu'ils puissent faire les recherches, faire les études nécessaires pour ancrer dans la science et dans la sécurité les nouvelles mesures qu'ils pouvaient adopter. Et on espère qu'on va avoir des bonnes choses à annoncer d'ici peu. Thank you. And we'll take one more call online. Thank you. Nous allons prendre une autre question Next question, téléphonique. Ryan Timothy, National Post. Line open. Question. Oui, monsieur, j'aimerais vous poser une question concernant la vidéo du chef Allen. Étant donné ce que vous avez vu, étant donné que au sein de la GRC, on a décidé qu'il n'y avait aucun problème et que l'utilisation de la force n'était pas exagérée, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un symptôme du racisme systémique au sein de la GRC? Êtes-vous préoccupé de voir ces officiers de la GRC utiliser la force d'une telle façon? Réponse. Je pense qu'on a vu des exemples de racisme systémique au cours des derniers jours de plusieurs façons. Voilà pourquoi nous devons nous pencher sur cet enjeu de façon sérieuse. Nous avons besoin d'une enquête indépendante et transparente dans les cas qui ont été portés à notre attention. Je pense également que nous devons scruter l'ensemble du système pour nous assurer que des situations comme celle-ci ne se reproduisent pas à l'avenir et que nos policiers qui sont là pour nous protéger et servir tous les Canadiens sont en mesure de le faire pour tous les Canadiens. Je pense que les incidents qu'on a vus récemment soulignent le besoin, oui, d'avoir des enquêtes et de la transparence par rapport à ces incidents-là, mais aussi qu'on a besoin de garder le système pour assurer que tous les Canadiens soient bien servis par leurs forces policières. Follow-up, Ryan?
Question sur un autre enjeu. Après l'échec au Parlement pour faire adopter votre projet de loi, je me demandais si vous alliez continuer de négocier, peut-être modifier votre position sur certains enjeux. Réponse, nous avons de l'espoir de pouvoir aller de l'avant avec l'aide à acheminer à des gens qui ont un handicap. Je pense que ces gens-là doivent faire face à des coûts plus élevés et on veut très certainement extraire cette aide aux personnes handicapées du projet de loi pour le faire adopter. Mais vous savez, les partis d'opposition n'ont pas voulu accepter notre proposition. Alors, on va tenter d'autres façons, peut-être sans passer une loi, d'acheminer cette aide aux personnes qui ont un handicap, mais ça pourrait être plus long. D'abord, sur la décision de la Cour suprême sur le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. En fait, là, la Cour suprême a forcé la province à verser de l'argent à cette commission scolaire pour les parents francophones, pour les écoles francophones. Par contre, la province dit on n'a pas assez d'argent pour financer comme il faut ces écoles-là. Est-ce que le gouvernement fédéral peut aider et va aider les provinces justement pour que les minorités linguistiques au Canada, notamment les minorités linguistiques francophones hors Québec, puissent avoir une éducation de qualité partout où ils sont? Évidemment, en tant que gouvernement, on a pris beaucoup de mesures pour protéger, pour renforcer les protections pour les communautés linguistiques minoritaires à travers le pays. Et cette décision de la Cour suprême, c'est une très bonne nouvelle pour ces communautés-là et pour notre pays. Ça fait longtemps que les communautés nous disent que les provinces ne financent pas adéquatement les services qui leur sont dus. Et on espère qu'à partir de maintenant, les provinces vont mieux respecter les communautés linguistiques. Et en tant que gouvernement fédéral, on est toujours ouvert à être là pour aider, mais on reconnaît la responsabilité et les compétences des provinces en matière d'éducation et de services pour ces communautés-là. Je pense que la décision de la Cour suprême, c'est une bonne nouvelle pour les gens issus de minorités linguistiques qui, depuis longtemps, pensent qu'ils n'ont pas reçu le bon niveau de service de leurs différents gouvernements. En tant que gouvernement fédéral, nous sommes allés de l'avant pour soutenir les minorités linguistiques de partout au pays et nous espérons maintenant que les gouvernements des provinces vont aller de l'avant et vont déployer des mesures dans des champs de compétences qui sont les leurs, comme l'éducation pour les gens issus de minorités linguistiques. En tant que gouvernement fédéral, on sera toujours là pour soutenir et aider les gens issus de minorités linguistiques. Prise de température pour les passagers. Pensez-vous que les gens vont avoir de la difficulté à vous faire confiance? Parce que depuis le début, vous nous dites que ça ne fonctionne pas. Vous avez dit que les masques ne fonctionnaient pas aussi. Vous avez dit que fermer les frontières ne fonctionnait pas. Là, vous revenez, vous changez de position. Si ça arrive aussi tard que ça et que ça fonctionnait, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Et si là, ça arrive, est-ce que c'est justement pour simplement calmer les gens parce que ça ne fonctionne pas, comme vous le disiez plus tôt pendant la pandémie? Ou pensez-vous que les gens vont encore vous faire confiance quand vous demandez de mettre en place des mesures comme celle-là? On en avait parlé il y a bien des semaines sur cette idée de prise de température et ça nous a été souligné que c'est pas un moyen extrêmement efficace de déceler la COVID-19. C'est sûr. Mais que c'est un élément additionnel qui peut souligner si quelqu'un est malade, s'il ne devrait pas voyager ou s'il pourrait peut-être avoir la COVID-19. C'est sûr qu'on regardait ces mesures-là il y a plusieurs semaines et ensuite on a quasiment arrêté la totalité des déplacements aériens à l'international. Donc, on n'en avait pas de besoin. Mais maintenant, quand on commence à regarder la réouverture de l'économie, on commence à peut-être voir plus de gens venir au Canada dans les semaines à venir. On serait bien de faire comme beaucoup d'autres pays font et ajouter cette mesure additionnelle qui n'est pas une mesure garantie, une mesure à 100% pour protéger les gens, mais qui est une autre couche raisonnable qui va encourager les gens qui sont malades de ne pas voyager, de rester chez eux. Déjà, c'est quelque chose, mais aussi qui pourrait être une couche de protection additionnelle pour s'assurer qu'on est en train de faire tout ce qu'on peut pour protéger les Canadiens.
Nous avons parlé de l'idée de la prise de température pour les voyageurs au cours des derniers mois et cela demeure sur la table, c'est-à-dire que ce n'est pas une façon de détecter la COVID-19 chez des voyageurs, mais c'est une mesure additionnelle qui peut nous permettre de détecter des symptômes de la COVID-19, nous peut également détecter quelqu'un qui est malade et qui ne devrait pas voyager. Ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une solution à 100%, mais c'est une mesure de protection supplémentaire pour inciter les gens qui sont malades à ne pas voyager, à rester à la maison. Et cela également s'inspire de ce que font déjà nos partenaires internationaux. C'est une mesure supplémentaire qui peut faire une différence, mais cela doit faire partie d'un éventail de mesures avec lesquelles nous allons de l'avant pour garder les Canadiens en sécurité. Question. J'aimerais faire un suivi sur une autre question. Lorsque il y a cet homme qui est allé devant les tribunaux internationaux pour changer les règlements entourant les dons de sang, vous êtes battu contre lui. Allez-vous changer votre position? Réponse. Les politiques entourant les dons de sang ont longtemps été discriminatoires. Le Canada a traversé des épreuves par le passé qui ont fait en sorte que nous devons ancrer nos politiques de dons de sang dans des directives très claires. Nous avons entendu maintenant que la science n'était pas là pour réformer ce système, alors nous avons injecté des millions de dollars pour qu'Emma Québec et les autres organisations étudient les mesures et éventuellement éliminent certaines interdictions. Et tout cela pour évidemment mettre fin à la discrimination envers la communauté LGBT. Nous avons pris des décisions pour aller de l'avant et nous allons continuer d'ancrer nos décisions dans la science et l'opinion des experts et nous allons continuer de travailler pour mettre fin à cette discrimination. C'est un processus qui discrimine contre la communauté LGBT et donc nous allons travailler avec Emma Québec et les services de sang canadiens pour assurer qu'on peut être fondé dans la science et la sécurité des Canadiens en avançant pour enlever ces processus discriminatoires et nous allons avoir plus à dire bientôt là-dessus. Good morning, Prime Minister. Ashley Burke, CBC News. Question. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous venez de dire que vos décisions sont ancrées dans la science et vous l'avez répété à de nombreuses reprises pendant la pandémie. Mais la science démontre que la vérification de la température n'a pas stoppé la propagation du SRAS. La Dr Tam a dit également que ce n'est pas un outil efficace pour détecter les gens qui ont la COVID-19. Alors, si vos décisions sont ancrées dans la science, pourquoi prenez-vous cette décision qui n'est pas soutenue par la science? Réponse. La science démontre très certainement que les gens qui ont de la fièvre ne devraient pas voyager sur des vols internationaux en temps de pandémie. Ceci n'est pas, en fait, la vérification de la température ne permettrait pas de détecter les cas de COVID-19. La science est très claire qu'il ne s'agit pas d'une mesure qui permet de discriminer les gens qui ont la COVID de ceux qui n'ont pas la COVID. Mais il s'agit d'une mesure supplémentaire de protection qui s'ajoute à plusieurs autres mesures qui peut avoir un effet positif. Des gens qui pourraient donc décider de rester à la maison et de ne pas voyager s'ils ont des symptômes plutôt que de se rendre à l'aéroport. C'est une mesure supplémentaire de protection pour les gens qui rentrent au Canada, mais ce n'est pas une solution qui va nous permettre de garder les Canadiens en sécurité. Je suis totalement d'accord. Et évidemment, je suis d'accord avec la science là-dessus. Mais c'est une mesure que nous pouvons mettre de l'avant et qui s'ajoute à d'autres mesures qui peuvent être efficaces pour s'assurer de garder les Canadiens en sécurité. Nous savons très bien que des tests de température ne vont pas dire qui a la COVID et qui n'a pas la COVID. C'est certain qu'à ce niveau-là, c'est pas un test qui est aussi utile que ça. Mais c'est une couche additionnelle pour encourager les gens qui sont malades de ne pas voyager, pour détecter certaines personnes qui pourraient avoir des symptômes de COVID-19. C'est une couche additionnelle qui va protéger les gens. Et les gens s'attendent à ce qu'on prenne les mesures pour les garder en sécurité et c'est exactement ce qu'on est en train de faire.
Now the Canadians have seen the video of Chief Adam. Question, maintenant que les Canadiens ont vu la vidéo du Chief Adam qui a été arrêté, est-ce que cela vous fait dire que... En fait, est-ce que vous pensez que la commissaire de la GRC a vu la vidéo et qu'elle comprend maintenant la définition du racisme systémique? Réponse, je pense qu'il est important que nous ayons une enquête indépendante et transparente concernant cet incident et également des enquêtes concernant d'autres incidences du même genre. Nous devons avoir des réponses et nous devons également nous pencher sur la tendance que nous voyons se dessiner. Pourquoi autant de Canadiens racisés et autochtones ont peur lorsqu'ils interagissent avec la police? Ce sont des enjeux sur lesquels nous devons nous pencher et nous travaillons ensemble sur ce sujet. Je pense que ces incidents soulignent d'abord le besoin d'avoir des enquêtes directes, ouvertes, transparentes sur ces incidents-là, mais soulignent aussi qu'il y a un problème de discrimination systémique à l'intérieur de nos systèmes, de nos institutions, parce que les personnes autochtones, les personnes racialisées, ne se sentent pas en sécurité en interaction avec la police, bien souvent. Kevin Gallagher, CTV National News, Prime Minister. Question, Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé aujourd'hui du besoin d'une réforme au sein de la GRC. Vous dites que vous êtes perturbé par cette vidéo de l'arrestation du Chief Adam. La GRC a estimé que l'usage de la force était raisonnable. Nous avons également entendu des commentaires de décideurs au sein de la GRC qui remettent en question la place du racisme systémique au sein des forces policières. Est-ce que vous avez toujours confiance envers le leadership du corps policier fédéral? Est-ce que vous avez confiance envers les dirigeants pour faire les réformes nécessaires? Réponse. Les événements qui ont été portés à notre attention au cours des derniers jours soulignent à quel point nous devons nous poser des questions et soulignent à quel point il y a du racisme systémique au sein de nos institutions et au sein de la GRC. Nous devons aller de l'avant pour faire les modifications qui s'imposent. J'ai confiance envers la commissaire Lucky. Elle a déjà réalisé des modifications et nous aurons à faire des changements rapidement à l'avenir pour s'assurer que les hommes et les femmes qui sont à notre service au sein des corps policiers, comme la GRC, soient en mesure de mieux servir comme étant les Canadiens, de même que ceux qui sont issus des communautés racisées. Dans la commissaire Lucky, pour les choses qu'elle a faites, pour les choses qu'elle va faire. Mais on voit qu'il n'y a aucun doute qu'il y a un problème de discrimination systémique à l'intérieur de nos institutions, de nos corps policiers, y compris de la GRC, que nous devons adresser, et c'est exactement ce que nous allons faire. Marika Walsh with the Globe and Mail. Following up on that question, je vais faire un suivi à cette question. Étant donné que la commissaire Lucky doit encore apprendre ce qu'est le racisme systémique, est-elle la bonne personne pour mener les réformes que vous souhaitez voir mettre en place? Réponse. Je pense que cette semaine, bien des gens ont compris qu'est-ce qu'était le racisme systémique, qu'est-ce que ça voulait dire pour les Canadiens racisés et les Autochtones. Il y a des changements profonds que nous devons engager au sein de nos institutions et nous devons travailler avec les gens qui veulent ce changement et qui veulent faire partie de la solution. Et je sais que la commissaire Lucky est l'une de ces personnes. Question. Une des raisons pourquoi les Canadiens peuvent nier et ne pas comprendre ce qu'est le racisme systémique et considérer ces événements comme des anecdotes, c'est peut-être parce que votre gouvernement n'a pas de données sur les arrestations et le type de population qui font l'objet d'arrestations. Réponse, nous avons effectivement investi beaucoup pour améliorer nos systèmes de collecte de données, mais on doit effectivement inclure le critère racial, savoir qui fait l'objet d'arrestation pour mieux comprendre la vulnérabilité de certains Canadiens face aux institutions, et c'est très important. On est allé de l'avant avec une meilleure collecte de données, mais on doit continuer d'en faire davantage pour mieux comprendre comment nos systèmes sont inéquitables envers certaines catégories de Canadiens, plus particulièrement les Canadiens noirs, les Canadiens racisés et les Autochtones.